Décidément, depuis le 4e vol du Starship, ce dernier semble, et c'est justifié, monopoliser l'attention avec sa première réussite complète, malgré quelques dommages lors de la réentrée. Et si je m'étais promis de ne plus vous spammer à coups de Starship, il faut bien reconnaître que les actualités de ces derniers jours, rythmées par plein d'annonces et de détails croustillants, cuits à point lors de la réentrée, et autres grands changements qui se profilent, me forcent à en décider autrement. Car entre de gros changements assez importants pour le Starship, les secrets de son bouclier thermique, la date du 5e vol qui se profile, et les prochains grands défis et étapes du programme, je crois qu'on peut dire qu'encore une fois, il y a pas mal de choses à dire sur le programme. Mais avant de parler plus en détail du lanceur lourd de SpaceX, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Enfin, sachez que si vous envisagez l'achat de matériel astro et autres goodies, vous pouvez toujours aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir gratuitement la chaîne. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir très rapidement sur le dernier vol du Starship. Alors, je suis déjà revenu en intégralité dessus, donc le lien de l'épisode sera en écran de fin, et je ne vais donc pas non plus m'attarder inutilement dessus, mais il faut néanmoins résumer l'essentiel pour garder l'épisode clair pour tous. Lors de son retour dans l'atmosphère, le Starship a en effet subi de nombreux dégâts. S'il est difficile de précisément les évaluer, on a notamment vu l'un des ailerons être progressivement fondu, désagrégé, et même se détacher partiellement au moment de l'amérissage du Starship. D'ailleurs, les images que vous voyez actuellement ont été faites par The Space Engineer, dont le Twitter sera en description, et qui fait un travail tout simplement colossal. Dans ce contexte, Elon Musk annonçait récemment que de gros changements étaient nécessaires pour le bouclier thermique, permettant ultimement de doubler sa résistance. Mais avant d'en parler, il est important de comprendre comment fonctionne concrètement un bouclier thermique fait de différentes tuiles, comme celui du Starship. Pour le résumer rapidement, un bouclier thermique joue ce que l'on peut qualifier de rôle d'isolant. D'un côté, on a le plasma généré par la vitesse de l'appareil qui est extrêmement chaud, plus de 1500 degrés minimum, et de l'autre, le véhicule qui doit rester le plus froid possible, et des réservoirs à parfois près de moins 100 degrés. Et pour encaisser de telles différences de température, les tuiles de protection thermique doivent réaliser un petit miracle, passer en quelques centimètres d'épaisseur de l'enfer à des conditions normales. Bon, pour la suite, notez que je me baserai sur les informations qu'on a sur les tuiles de la navette spatiale, mais si ces dernières ne sont pas identiques à celles du Starship, le fonctionnement et le concept est relativement le même, et tout ce que je dirais pour l'un est valable pour l'autre. Mais d'abord, il faut un peu parler de la façon dont la chaleur se comporte. Et ça, eh bien, vous pouvez en faire l'expérience en touchant un objet relativement chaud. Sortez par exemple une tarte à la banane du four. Alors que vous approchez votre main, vous sentez déjà la chaleur de la tarte avant de vous brûler si vous la touchez. C'est tout simplement parce que la chaleur se transmet assez efficacement dans la matière. De la tarte à votre doigt ou de la tarte à l'air à votre doigt. Bon, la chaleur peut aussi se transmettre par rayonnement, sinon notre soleil ne nous chaufferait pas, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Bon, ça dépend des matériaux, mais justement j'y arrive. Car dans l'espace, et lors du début des réentrées, eh bien l'air est très peu présent et la transmission de chaleur est encore assez minimale. En revanche, plus on descend dans l'atmosphère, plus l'air est épais, et plus la partie extérieure des tuiles est chauffée. Et pour résister à ça, eh bien, les tuiles ont une astuce. Elles sont en effet constituées de très fines fibres de silice et en grande majorité de vide. Les fibres ayant très peu de points de contact entre elles, elles conduisent ainsi très mal la chaleur. On va ensuite recouvrir le tout d'un revêtement qui est à la base lui aussi mauvais conducteur et absorbe très mal la chaleur, et vous obtenez alors une tuile de protection thermique idéale pour votre vaisseau spatial favori. Bon alors, ça résume très basiquement le concept, mais ça devrait vous permettre, je pense, d'un peu mieux appréhender le système. Le problème, c'est qu'il semblerait que, entre leur fixation qui n'est pas encore parfaite et leur résistance à la chaleur, les tuiles de protection thermique du Starship n'aient encore un long chemin à faire. Et pour cette raison justement, SpaceX a réalisé différents tests lors de ce dernier vol. En plus d'enlever volontairement 2 tuiles pour tester la résistance du Starship, une troisième, dans le cercle rouge, a aussi été remplacée par une fine plaque siliconée. C'est une méthode similaire qui avait été utilisée sur les navettes spatiales américaines et qui a aussi déjà fait ses preuves. Enfin, Elon Musk déclarait aussi vouloir doubler la résistance des tuiles, mais il est probable qu'il s'agisse d'augmenter légèrement l'épaisseur des tuiles, doublant ainsi presque leur protection thermique.
Bon, notez bien que cette nouvelle configuration avec la protection siliconée puis la tuile légèrement plus épaisse n'est encore pour le moment que purement expérimentale. Le bouclier thermique du Starship est en effet un défi colossal, bien plus que pour la navette spatiale. Car là où des maintenances de plusieurs mois étaient possibles pour réparer le bouclier des navettes et s'assurer que tout est en ordre, les cadences de réutilisation rapide annoncées pour le Starship rendent tout simplement une telle organisation impossible. SpaceX doit donc impérativement innover de ce côté, et ce sera un fameux défi. Ainsi, le profane Starship à voler, le S-30, va maintenant voir son bouclier thermique entièrement remplacé par le duo silicone-tuile. D'ailleurs, quand cet épisode sort, ces travaux ont déjà commencé. Et avec cette plaque siliconée sous les tuiles, cela devrait permettre d'éviter la perte du Starship en cas de perte de tuiles, mais sera aussi loin de régler tout le problème. Entre la circulation du plasma près des ailerons créant des points chauds qu'Elon Musk craignait déjà, et le problème de la fixation des tuiles, le chemin sera long. Surtout que les importants changements de température rencontrés lors d'un vol provoquent de légères mais perceptibles contractions et expansions des tuiles et des fixations, qui peuvent alors se séparer encore plus facilement. En tout cas, une chose est certaine, la solution actuelle devrait aussi rester temporaire. Elle ajoute en effet déjà une longue liste d'éléments qui alourdissent le duo Starship Super Heavy face à une courte liste de modifications qui l'allègent, et ça a des conséquences. J'en parlais il y a quelques jours, donc la vidéo sera en écran de fin et je ne vais pas trop m'y attarder, mais c'est un problème complexe. De plus en plus lourd, le Starship semble à peine atteindre une capacité de 50 tonnes en orbite en oubliant la réutilisation, ce qui est grosso modo comparable à Falcon Heavy, et pour le moment, ça peut être un frein au Starship lunaire commandé par la NASA pour Artemis. Pire encore, ces nouvelles modifications pourraient aussi réduire les capacités de Starship V2 et V3, je reparlerai d'eux après, et il est clair que SpaceX est actuellement dans une période compliquée où le véhicule devra encore grandement évoluer. Et de récentes actualités quant au pas de tir de Starship de Cap Canaveral semblent indiquer que ces changements pourraient aussi être très intéressants. On avait en effet droit il y a quelques heures à la publication d'un rapport sur l'impact environnemental de ce nouveau pas de tir qui nous apprend une foule de détails intéressants. Déjà, le nombre de moteurs de Super Heavy devrait passer de 33 à 35 Raptor, et ceux du Starship de 6 à 9, aidant probablement à compenser la hausse du poids des Starship V2 et V3, versions qui rallongeront le duo de 10 mètres. Bon, Super Heavy grandira aussi, mais ce sera 10 mètres en tout. On apprenait aussi la volonté d'installer une tour dédiée à la récupération du Starship pour faciliter la logistique, notamment avec l'intégration des satellites, et que le déluge d'eau installé sous le pas de tir sera près de 2 fois plus important que l'actuel. Et que la récupération et le lancement via des plateformes en mer est toujours dans les plans de SpaceX, le tout accompagné d'une quarantaine de lancements annuels, et qu'une partie de la production du gaz se fera sur place. Dans tous les cas, il est clair que le Starship va encore largement évoluer, accompagné de son lot d'imprévus, de changements et de surprises, et au fond, ça le rend encore plus intéressant à suivre. Enfin, pour ce qui est de la récupération, il ne faudra probablement pas attendre longtemps. Dès le prochain vol qu'Elon Musk espère voir d'ici un mois, on devrait en effet avoir cet événement à scruter. Le retour directement au pas de tir du booster de 70 mètres de haut et 9 de large, se faisant ainsi attraper par les bras de la tour de lancement. On a aussi désormais la confirmation d'une chose qui est assez peu surprenante. Tout comme les Falcon 9 lorsqu'elles se posent en mer ou sur Terre, Super Heavy visera une zone située à l'écart du pas de tir et déviera au dernier moment une fois que l'ordinateur de bord sera certain de pouvoir se poser sans risque de casse. Et l'idée de faire ça dès le prochain vol a du sens. Cela permettra en effet un retour d'expérience de cette manœuvre avec le premier pas de tir, avant que le second ne soit trop avancé. Mais tout ça, j'en reparlerai encore le moment venu. D'ici là, je vous donne rendez-vous samedi pour un retour aux épisodes normaux, jusqu'à ce qu'on reparle du Starship, et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.